Pour la 5e fois consécutive, l'Alliance Université Entreprises de Grenoble est heureuse d'accueillir nos voisins et amis lyonnais. Initialement les Hospices civiques de Lyon, puis de l'ARH, puis de l'ARS, sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui, le dossier médical personnel, qu'on préfère appeler à Lyon le DPPR, et messieurs Laurent Ponson et Bertrand Pelé, tous les deux de l'ARS, Auvergne-Rhône-Alpes, vont venir nous faire part de l'actualité, du développement des différents outils qu'ils ont mis au point. Je tiens, avant de leur laisser la parole, à redire le souci constant de l'Alliance Université Entreprises de Grenoble de donner la parole, d'écouter la voix des patients. Car l'expérience personnelle, il m'était apparu, et pas seulement à moi, que les administratifs, les ingénieurs, les médecins, tous plus ou moins géotrouve-tout, étaient enclins à bâtir des outils sans beaucoup se soucier du ressenti des patients eux-mêmes. Donc, messieurs, monsieur Ponson, vous avez la parole avec votre collègue pour 20 minutes, et puis on aura 10 minutes d'échange tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, on va faire la présentation à deux voix. Je suis Laurent Ponson de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes et Bertrand Pelé de l'ARS qui est du GCS-ISRA, qui est la plateforme régionale e-santé. Alors, je suis responsable du service innovation et numérique à l'ARS. C'est un service qui s'occupe à la fois de e-santé et de télémédecine, et ce à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau des outils nationaux et déclinés en région. Ensuite, au niveau régional, avoir une politique régionale de e-santé et des stratégies de télémédecine, notamment avec le fait que nous sommes dans une région particulière, Auvergne-Rhône-Alpes, qui a commencé très tôt les travaux sur la santé, depuis un peu plus de 15 ans, ce qui explique qu'il y a pas mal d'outils régionaux qui existent, et il y a pas mal d'usages, et qu'on s'appuie beaucoup sur cet existant pour avancer vers toujours des fonctionnalités plus adaptées aux besoins. Et le troisième niveau sur lequel le service intervient, c'est les initiatives locales, la rencontre des porteurs de projets qui nous intéressent et à qui on doit donner un certain nombre d'explications et de cadre général et de cohérence dans notre politique régionale. Alors on va faire la présentation à deux voix. Moi, pour répondre à la question du jour, je vais plutôt focaliser mon discours sur ce cadre régional e-santé qui s'intègre dans un cadre national e-santé. Et mon propos, il est beaucoup sur l'articulation avec ces deux cadres, qui est avec des illustrations qui sont fortes pour montrer qu'il y a des relations gagnant-gagnant qui s'établissent entre le pilotage national et le pilotage régional de la e-santé. Et puis, Bertrand Pelé vous rappelle que les illustrations des outils, des articulations et aussi des chiffres d'usage que l'on a dans la région. Alors, pour cette articulation, je peux simplement donner un ou deux exemples. On travaille par exemple avec l'ASIP, qui est l'Agence des systèmes d'information partagés en santé, et peut-être certains d'entre vous ont vu que les circulations, les flux d'informations e-santé qui existent dans la région sont maintenant comptabilisés au niveau national. Donc ça, c'est quelque chose d'important, c'est symbolique. On voit que d'ailleurs l'usage auvergnat alpin représente une part importante de l'usage général national. On travaille aussi avec la CNAM, TS, et je suis très heureux qu'il y ait Yvon Merlière qui soit présent ici et qui parle de ces sujets-là, puisqu'on a établi des relations proches et plusieurs chantiers sont engagés entre les travaux de l'agence et du GCS-ISRA et puis le DLP2 de la CNAM TS. Alors, juste un tout petit contexte pour expliquer qu'est-ce que c'est que ce cadre régional commun de e-santé. De façon générale, il y a de plus en plus de services de santé qui existent et ils sont très variés. Et le souci que l'on pourrait avoir, c'est qu'une personne, par exemple un médecin traitant qui se retrouve souvent à la croisée de tous les chemins
se voit proposer autant de services et d'applications que de projets et de porteurs de projets, et que son écran d'ordinateur devienne une multitude d'icônes et d'applications selon qu'il est à faire circuler de l'information avec un EHPAD, avec un hôpital, à faire de la télémédecine, à remplir un dossier, etc. Donc il y a un cadre commun national e-santé qui a été mis en place en juillet et que l'on a décliné par un cadre commun régional. Et ce cadre commun régional, il nous a été, il a mûri grâce au programme Pascaline que vous avez peut-être entendu, qui est le projet Auvergnat-Rhône-Alpin Territoire Soins Numériques, dans lequel nous avons fait le choix, puisque l'idée c'était quand même de faire des services, des outils au service du parcours, de mener ce projet en partenariat avec plusieurs acteurs qui nous semblent indispensables dans cette notion de parcours. Et certains de ces projets et de ces services e-santé sont portés par exemple par les usagers ou par l'URPS, les médecins libéraux, en lien avec les autres URPS. C'est un exemple, il y a d'autres porteurs, il y a le conseil départemental, et c'est très important de voir que dans le paysage régional, finalement, il peut y avoir des services e-santé cohérents entre eux, portés par plusieurs acteurs qui sont les plus pertinents pour porter leurs services. De plus, l'agence est venue en soutien à l'innovation. Il y a eu 3 appels à projets innovation les 3 dernières années, dans lesquels on a reçu et on a été amené à promouvoir et à soutenir des projets numériques portés par des personnes très variées et pour lesquels on avait un souhait de cadre homogène et de lisibilité par rapport aux futurs utilisateurs. Le rapprochement Auvergne-Rhône-Alpes, je ne comprends rien, les 2 régions avaient travaillé sur des choses assez complémentaires en termes de santé, donc ça c'était plutôt bien. Donc l'ensemble de ce contexte, nous il faut que l'on garde en ligne de mire que cohérence d'ensemble obligatoire, lisibilité pour pas qu'un utilisateur donné se retrouve face à une myriade d'applications ou de solutions, des exigences réglementaires que nous sommes tenus de faire respecter, bien entendu, et puis autant que faire se peut un souci de mutualisation, puisque la plupart du temps, les services e-santé utilisent des briques communes ou des fonctions communes qui peuvent être intéressantes de mutualiser. Alors, vous allez voir, je n'ai plus de slide principal, mais qui résume ce que je viens de dire. Le cadre commun e-santé, il a été publié, c'est une instruction du ministère de la Santé en juillet, et c'est un niveau général dans lequel on dit quelles sont les fonctions minimales qu'une région doit proposer, quels sont les services nationaux, donc DNP et MSS sont les plus connus. MSS, c'est Messagerie Sécurisée Santé, qui est un ensemble d'opérateurs de messagerie qui deviennent compatibles MSS. Quels sont les référentiels, les normes, les exigences de sécurité à respecter. Donc ça, vous pouvez le trouver sur Internet. Et ce cadre national devient opposable et la référence dès qu'il s'agit de faire un appel à projet, des soutiens ou des financements par le national pour les projets e-santé. Et donc notre cadre régional, bien entendu, respecte ce cadre national, et il est découpé en 3 couches que je vous propose d'expliquer rapidement, et vous aurez des illustrations très concrètes juste après. La couche du milieu, c'est le service métier, c'est-à-dire le service qui répond à un besoin métier particulier. Et aujourd'hui, dans le paysage régional, il y a des services régionaux, par exemple des services d'orientation. Certains de vous ont dû entendre parler de via trajectoire, pour orienter un patient d'un point A à un point B. Les services de coordination de parcours qui ont été construits dans Pascaline, des services de RCP, services de carnet de soins pour l'enfant handicapé comme Pompilio, d'autres services un peu plus récents qui ont été construits dans Pascaline, carnet de vaccination électronique, réseau social professionnel de santé, plateforme objet connecté, ce sont les 3 projets de l'URPS. Et puis d'autres, des sujets de télémédecine qui sont particulièrement intéressants pour un besoin métier, pour la chirurgie de la main, ce ne sont que des exemples, mais vous voyez à peu près que ce sont les solutions qui correspondent à un besoin métier. Pour que ces différents services intègrent le cadre régional de la e-santé, il nous semble logique, on leur demande qu'ils aillent puiser dans certaines fonctions socles très communes. Une qui est relativement parlante, je trouve, c'est l'identification du patient. Il y a un identifiant régional, bientôt il y aura un identifiant national. C'est important que tout le monde sache parler du même patient, et donc cette fonction commune, ce tronc commun, est utilisé par tous les services métiers du dessus. L'annuaire des professionnels, c'est aussi un autre bon exemple, je trouve,
Plutôt que chacun se promène avec son annuaire, et c'est surtout les difficultés de mise à jour qui sont récurrentes, il y a un annuaire central dans lequel on peut puiser, et toutes les personnes qui le mettent à jour, l'ensemble des utilisateurs bénéficient de ces mises à jour. Il y a des tuyaux qui existent pour les échanges sécurisés, qui sont MSS compatibles. Ces tuyaux existants peuvent être utilisés par l'ensemble des services métiers dès qu'il s'agit de faire un échange d'informations, par exemple envoyer un document PDF, qui est le plus simple mais le plus important pour un premier besoin, entre un point A et un point B, etc. Les exigences de sécurité, là-dedans, ce qui intéresse souvent les porteurs de services métiers, ce sont tous les aspects réglementaires et de sécurité, par exemple pour l'authentification des professionnels, l'authentification forte, qui peuvent être embarqués dans ces fonctions SOC qui sont proposées par le logiciel SISM. Et puis le troisième niveau, c'est le niveau du point d'accès, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se retrouver finalement sous les yeux de l'utilisateur. Alors on a plusieurs points d'accès, mais ce sont des points d'accès uniques vers l'ensemble des services métiers. Pour les professionnels en établissement, c'est un travail qui date de plusieurs années, il y a des connecteurs qui ont été faits. Il s'agit que le professionnel, par exemple dans un hôpital, reste dans son système d'information hospitalier, parce que si on le fait sortir sur notre application, on sait qu'on perd un pourcentage important d'utilisateurs. Donc l'information doit arriver directement dans son système d'information hospitalier et il doit pouvoir communiquer avec la ville, par exemple, depuis son SIH. C'est ce que disait Mme Hubert en introduction. Vers la ville, les professionnels de ville ont alors là c'est né grâce à Pascaline, un petit utilitaire qui s'appelle Mon Sisra et qui leur permet d'avoir accès à l'ensemble des services métiers, comme autant de vignettes de services régionaux, et d'avoir aussi un client de messagerie. Et c'est quelque chose qui marche bien, puisqu'il se déploie dans la région, pas que sur le territoire Pascaline, parce que je pense qu'il y a un vrai intérêt à agir, d'avoir un seul point d'accès au plus près de son logiciel de gestion de cabinet. Il y a une version fixe et une version mobile qui intéresse notamment les professionnels qui sont très souvent en mobilité, par exemple les infirmiers. Il y a aussi un portail web si les autres solutions ne sont pas possibles ou si l'utilisateur préfère cet accès. Et de façon, par analogie, un point d'accès patient-usager me semble aussi important. Et on a officialisé en début d'année un portail patient régional qui s'appelle MyHop, dans lequel plusieurs établissements sont en train de se lancer pour offrir à un usager des informations sur leur prise en charge, sur des services à valeur ajoutée. Vous allez voir ça en détail juste après. C'est important parce que, d'une part, pour moi, ça concrétise cette notion de parcours dont tout le monde parle, c'est-à-dire qu'un usager, s'il est passé dans 4 établissements, s'il est passé en ville, etc., en un point d'accès, il peut avoir accès à l'ensemble de ces informations. Donc c'est vraiment cette notion de parcours. Et deuxième chose importante, il y a des liens évidents avec le DMP2 et les travaux mènent sur l'articulation entre MyHop, qui a certains services, certaines finalités, et le DMP2, qui a d'autres finalités, d'autres perspectives nationales. Voilà le cadre régional. Simplement, je récapitule en pratique les avantages. Le professionnel de santé, je vous l'ai dit, c'est un seul point d'accès que l'on travaille et qui est adapté à son type d'exercice. Pour les porteurs de projet, finalement, c'est une opportunité ce cadre régional, puisqu'ils n'ont pas à se soucier de certaines réflexions techniques, réglementaires, et surtout, ils héritent des déploiements antérieurs, ils héritent des déploiements des points d'accès. Par exemple, vers la ville, c'est compliqué si chacun va passer de l'énergie de déploiement à rencontrer tous les médecins de ville, tous les hôpitaux, etc. Ça, c'est quelque chose qui les intéresse beaucoup. Et pour les institutions, au sens large, mutualiser les moyens, inciter à la cohérence et à la lisibilité. Et donc tout cela, nous pensons collectivement que ça peut favoriser l'usage. De façon générale, moi je dis souvent que l'usage c'est l'arbitre en termes de services de santé, c'est l'usage qui détermine si l'intérêt à agir est suffisant pour que les professionnels, les utilisateurs, les usagers aillent utiliser un service. Et donc ce genre de cadre régional peut favoriser l'usage et favoriser l'innovation. On me fait signe que j'ai que 5 minutes, donc je vais compléter le propos de Laurent, mais je vais essayer d'être synthétique. Ce que je vais essayer de vous montrer d'une manière assez opérationnelle, c'est comment on articule les outils régionaux aujourd'hui avec les outils nationaux. Et aussi, j'espère répondre au moins en partie à la question de comment
on favorise la fluidité des échanges avec la ville, en particulier dans le lien entre professionnels, mais aussi ce qu'on essaye de faire dans le lien entre professionnels et patients. Donc, comme Laurent l'a dit, je suis la trentaine de CISRA. Alors, on parle beaucoup du DMP et puis l'actualité est logiquement centrée là-dessus, mais il y a deux briques fondamentales. Il y a le DMP, il y a un autre composant qui est la MSS, qui est la messagerie sécurisée de santé. Et il faut bien qu'on traite de ces deux problématiques parce qu'elles obéissent à des usages qui sont différents. Le DMP étant un gisement global dans lequel on va retrouver l'intégralité d'un ensemble d'informations, et la logique de la messagerie sécurisée de santé, c'est un peu, si on veut être caricatural, comment faire en sorte qu'un échange de mails en point à point entre deux professionnels passe dans un cadre sécurisé. Le DMP, j'y reviendrai tout à l'heure. En tout cas, l'expérience régionale sur la partie partage, donc c'est le DPTR qui a été cité en exemple, on est revenu dessus largement pour la problématique que Laurent évoquait, qui est quel est l'usage réel derrière le DPTR. C'est de ça qu'est né Zepra, qui était à l'origine notre implémentation locale de l'échange sécurisé entre professionnels. Donc, on s'appuie toujours sur le contexte réglementaire, donc jusqu'à juillet 2014, pour nous, Zepra, l'échange entre professionnels, c'était un professionnel en établissement qui pousse d'une manière sécurisée un compte rendu à partir de son logiciel du quotidien, qui est adressé par un canal sécurisé au professionnel qui reçoit une notification, qui doit s'authentifier avec sa carte CPS. Et on a tous expérimenté le fait que c'était extrêmement fastidieux d'aller se connecter sur un site web tiers avec sa carte CPS, donc les usages étaient pas au rendez-vous. Le contexte réglementaire a évolué pour nous en juillet 2014 et nous a permis d'offrir des alternatives aux professionnels de santé. Et donc, concrètement, aujourd'hui, qu'on soit professionnel à l'hôpital, qu'on soit professionnel en ville, à travers Zepra, qui est notre réponse régionale à la MSS, on est capable d'écrire d'une manière intégrée directement dans l'outil local du professionnel en établissement qui reçoit l'information, d'écrire à un professionnel qui utilise une adresse MSS, d'écrire à un professionnel qui utilise AviCrypt, ou encore, et on va en reparler tout à l'heure, d'offrir à un professionnel qui télécharge une application qui s'appelle Mon CISRA, qui est aussi sécurisé, de recevoir dans une sorte de parapheur documentaire l'ensemble des informations qui lui sont adressées. Le tout en structurant l'identité du patient, donc de faire en sorte d'être toujours capable d'aller pousser l'information dans le dossier local du professionnel qui la reçoit. Et ça, pour nous, ça a changé assez fondamentalement la donne en termes d'usage. Aujourd'hui, sur la région, alors il faut entendre la région comme la nouvelle région, parce qu'on travaille désormais sur Auvergne-Rhône-Alpes au sens large, c'est 160 000 envois mensuels de documents, c'est 10 500 utilisateurs du dispositif mensuel, et c'est 60 structures, on va y revenir, qui émettent et reçoivent de l'information. Alors, en disant ça, on peut voir le verre à moitié plein. Il y a déjà un fort volume d'informations qui transitent par ces canaux sécurisés. Et vous verrez que le maillage est important, mais on le voit, nous, à moitié vide, on sait qu'il y a encore une part essentielle du chemin à faire pour faire en sorte de connecter l'ensemble des professionnels, d'une part, et puis aussi, même pour des établissements qui sont déjà connectés, parfois de longue date, faire en sorte que les pratiques se généralisent. Parfois, c'est lié au fait de définir des types de documents qui n'étaient pas définis au préalable. Certains envoient des programmes d'hospitalisation, il n'y a pas de consultation. Parfois, c'est des problèmes d'outils informatiques locaux. Parfois, c'est des problèmes de conduite du changement, d'acceptation des principes. Mais il y a toujours du chemin à faire. Pour autant, si on le voit à moitié plein, on a déjà quand même aujourd'hui des échanges qui sont assez conséquents. Vous voyez, alors c'est pas très visible, mais ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, aujourd'hui, sur l'ex-région Rhône-Alpes, on a une forte majorité des établissements de santé qui sont connectés à ces solutions-là. Lorsqu'on les connecte, on assure aussi leur DMP compatibilité. Et ça va être extrêmement important pour la suite des discussions qu'on verra tout à l'heure et que Hugo Merlier complétera. Et petit à petit, on est en train de faire le travail également auprès des établissements auvergnats. C'est le cas par exemple de Moulins, côté public et privé, de Puy-en-Velay, et puis les choses vont faire leur chemin petit à petit. Donc concrètement, aujourd'hui, si on revient à ce que les évolutions réglementaires nous ont permis de faire, un professionnel en établissement, via son outil du quotidien, Crystalnet à Grenoble, au CHU aujourd'hui, Crystalnet à la mutualité de Grenoble, Expert Santé dans les cliniques de Grenoble, voilà, l'outil choisi par l'établissement, plus un compte rendu à un de ses correspondants.
Le correspondant, s'il est en établissement, il va le recevoir dans son dossier local. S'il est en ville et qu'il n'a pas un des autres dispositifs dont j'ai parlé tout à l'heure, il va recevoir l'information dans son petit applicatif local qui s'appelle Consistra et qui est donc la réponse MSS, comme je vous disais tout à l'heure, sur la région. Si c'est un acteur de coordination, il a un outil dédié. Et comme je le précisais, en faisant cela, les établissements qui sont connectés, ils ont aujourd'hui, c'est pour moi la réponse à la question quelle est l'articulation entre les outils régionaux et nationaux, ils ont aujourd'hui la DMP compatibilité qui est assurée. Merci, ça sera plus pratique. Celui-là. Ouais, d'accord. La différence fondamentale, et Yvon Verdier en reparlera, si on s'intéresse au DMP, c'est qu'on a aujourd'hui des établissements qui sont majoritairement DMP compatibles, mais qui poussent sur des DMP qui sont ouverts. Donc il y a une première question qui va être importante, c'est quels sont les DMP qui sont ouverts. Et ça, les évolutions qui arrivent de manière imminente devraient fondamentalement changer les choses. La deuxième chose qui était un prérequis du DMP 1, c'est que lors de son passage dans tout nouvel établissement, l'établissement numéro 2 et les suivants devaient redemander son consentement au patient pour alimenter un DMP créé. Ce qui fait qu'en définitive, les barrières étaient telles qu'à la fin, l'informatique pouvait être présente, mais l'alimentation du DMP ne se faisait pas. Donc là, il y a des évolutions importantes dont on parlera sans doute dans l'après-midi qui devraient changer les choses. Ça, c'est la logique partage, et vous voyez qu'on est aujourd'hui dans une logique d'articulation complète entre le national et le régional. Je reviens sur mes chiffres et sur la problématique de la connexion avec la ville aujourd'hui, la liaison ville-hôpital. Aujourd'hui, c'est à peu près la moitié des utilisateurs de tout cet écosystème sont des professionnels de ville, essentiellement des médecins et petit à petit des pharmaciens aussi d'officine, ça aussi on en reparlera. Mon Sistra est une réponse qui prend une ampleur importante, qui dépasse nos espérances au fil des années. Donc actuellement, on a 3000 utilisateurs sur la grande région qui ont installé et qui utilisent au quotidien mon Sistra, et on voit les choses évoluer rapidement de mois en mois. Voilà. Je vois que le temps, j'ai dépassé mon temps, j'ai encore simplement deux choses à vous dire pour conclure. La première, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, on est bien conscient que le verre est pour partie à moitié vide. Ce qu'on a constaté néanmoins quand on a poussé nos statistiques régionales dans l'espace national des messageries sécurisées de santé, c'est qu'aujourd'hui avec ces flux, la région Auvergne-Rhône-Alpes pèse un peu plus de 50% du flux national de l'MSS. Donc on a fait malgré tout un chemin qui est déjà important. Et la dernière chose qui n'apparaît pas ici, mais vous affichez, on va pas développer plus longuement, c'est qu'on est en train d'ouvrir un dernier volet ici, qui s'appelle Maillot, comme l'a dit Laurent, qui est le portail du patient. Son versant documentaire, naturellement, ça sera le DMP, le gisement documentaire. Il y a bien d'autres services à valeur ajoutée que les établissements, notamment, ont pris en bénéfice du patient. Les services autour de la gestion des rendez-vous. Ça a été évoqué dans la première présentation des échanges en point à point, de questions-réponses dans un cadre sécurisé avec les professionnels qui assurent sa prise en charge, ou encore des formulaires de suivi à domicile pour des patients chroniques, des patients qui retournent rapidement au domicile après une intervention ambulatoire. Voilà. Donc tout ça, c'est déjà existant. Les établissements ont déjà ouvert leur instance Maillot, c'est le cas de l'actualité à Grenoble. Le CHU est en train de faire le travail et on cible d'être en capacité d'ouvrir d'ici la fin d'année. Donc c'est une réalité d'ores et déjà d'avoir cette capacité aujourd'hui et se concrétisera rapidement d'ici. Merci.